Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, j'interviens régulièrement devant les élèves des grandes écoles, HEC, Polytechnique et autres. J'ai découvert, à force d'intervenir, que le dialogue social n'était pas une manière d'enseigner. C'est-à-dire toutes les écoles qui forment les plus grands managers dans notre pays n'enseignent pas le dialogue social. Et ils sont stupéfaits que je vois des élèves, la dernière fois, de fin d'année d'HEC, c'était la première fois qu'ils avaient un débat sur le syndicalisme et le dialogue social en fin d'année. C'est nos futurs managers, c'est nos futurs patrons. Le dialogue social, il faut qu'ils rentrent dans l'entreprise pour qu'ils soient confrontés à ça. Donc là, déjà, bon voilà. Deuxième élément, le rapport n'aborde pas la fonction publique. Bon, ce n'est pas l'objet du rapport, hein, je comprends entreprise et personnel et fonction publique, mais dans la fonction publique, quand on parle de dialogue social dans le privé, dans la fonction publique, on est, je dirais, à la préhistoire de ce dont on parle. C'est-à-dire qu'il n'existe pas le dialogue social dans la fonction publique. Donc après, on se plaint de syndicats corporatistes et autres, mais inévitablement, quand un syndicat est considéré simplement comme une forme d'expression, un contre-pouvoir et pas un élément de négociation, il ne peut pas y avoir de syndicat qui évolue. Bon, ça évolue un petit peu parce que certaines lois s'appliquent dans la fonction publique, mais je rappelle, un accord sur la précarité dans la fonction publique, pour qu'il soit applicable, il faut que les députés fassent une loi. C'est-à-dire que globalement, donc voilà, je pense que c'est un élément important. Alors par rapport, alors il faudra regarder ce qui va se passer à la SNCF par rapport à votre question de 2008 à la SNCF. Alors, la SNCF, vous avez vu, dans un premier temps, majorité de blocage ou minorité de blocage de la CGT et de Sud dans la SNCF là-dessus. Élection de représentativité, les cheminots décident que les deux syndicats qui sont en mesure de pouvoir s'engager et avoir la minorité d'engagement, la CFDT et l'UNSA, la CFDT dont un syndicat corporatiste le plus ancien de France rejoint la CFDT dans cette démarche-là, puissent avoir une minorité d'engagement. Alors ça ressemble un petit peu au conseil d'administration ou bien aux assemblées d'actionnaires, mais donc ça veut dire que les cheminots ont choisi que les syndicats puissent s'engager en leur nom. Donc ça, c'est un élément qui peut-être va jouer. Alors dernier point sur les adhérents. Moi, je pense que j'ai toujours pensé que le système devait favoriser l'adhésion. Hein. Donc, je ne reviens pas sur ce que je viens de dire. Je vois bien que dans certaines entreprises, certains syndicats qui ne s'engageaient pas, maintenant il y a la représentativité et qu'il faut 30% pour pouvoir faire signer un accord, il y a des syndicats qui ne signaient pas, qui signent. Hein, plutôt que de laisser des syndicats minoritaires qu'on pouvait dénoncer d'une façon violente de signer, mais dont on était bien content ensuite de réclamer l'application de l'accord qu'ils n'avaient pas signé. Hein. Ça a duré comme ça pendant 60-70 ans en France, ça commence à changer. Alors ça, je pense que c'est facteur d'adhésion s'il y a un bon travail. Mais derrière, service, on est en train d'y réfléchir à la CFDT. Alors le paradoxe, c'est qu'on vient de publier nos comptes, et on se rend compte que bon, la CFDT a de l'argent, hein, c'est pas un syndicat qui a les moyens. Et donc, je veux dire, comment on utilise ces moyens, qui était une caisse de grève, hein, qui n'est pas de l'argent indu, comment on utilise ces moyens pour créer des services. Donc les services, c'est est-ce qu'on passe par des services qui nous sont donnés par notre responsabilité de gestionnaire, c'est le cas de la Belgique, hein, vous avez cité en particulier, ou est-ce que c'est des services dans les parcours professionnels que l'adhérent peut bénéficier, je dirais, avec son adhésion. Hein. Donc là, on est en train de réfléchir et on doit décider d'ici 2012, est-ce qu'on met ça en place. Et la dernière chose, c'est le débat sur le chèque syndical, hein, qui est dans l'accord interprofessionnel de 2008. On doit réfléchir là-dessus. Hein. Alors, l'exemple AXA, chèque syndical, c'est un chèque de financement du syndicalisme. C'est comment on utilise cet exemple, non pas comme il est préposé dans le texte, parce qu'il faut garder, je dirais, le salarié, il faut qu'il puisse adhérer d'une façon anonyme, pas vis-à-vis du syndicat, mais vis-à-vis du patron. Donc comment on transforme ce chèque, qui est d'un chèque de financement AXA, un chèque d'adhésion, avec le salarié a le choix de l'utiliser ou pas, et s'il ne l'utilise pas, il est utilisé d'une façon indifférente. Je pense que ce serait un élément partiel, évidemment, parce que là on est face à une injustice. Hein. Je rappelle que le salarié imposable, sa cotisation est financée à 60% par une déduction d'impôt. Le salarié non imposable, sa cotisation, elle n'est pas du tout sponsorisée par l'État. Donc là, de ce fait-là, on pourrait faire d'un côté peut-être une économie à l'État et de l'autre côté quelque chose de plus dynamique vis-à-vis des entreprises. Sur le financement public, très rapidement, la Confédération pourrait vivre sans le financement public. Vous l'avez dit, les fédérations seraient plus difficiles. Serait peut-être plus difficile, quoique les fédérations du privé, ils n'ont pas de financement public, c'est-à-dire financement qui vient de l'État. Il y a le financement qui vient du paritarisme,
Hein, il y a le financement qui vient du paritarisme, et là on peut en parler. Vous avez regardé quand même que la part de financement du... Enfin, vous voulez parler de légitimité et de représentativité des organisations patronales. Dans la publication des comptes de la CGPME, c'est 80% de la formation professionnelle qui finance une organisation patronale. Là, on n'est plus, je dirais, oui, je pense qu'on est dans la situation malsaine, hein, quand même. Malsaine. Hein. Ben, si c'est vous qui le dites, je préfère. Mais on est dans la situation malsaine. Donc, ce que je veux dire là derrière, c'est que oui, il faut du financement public, parce que le financement public, il doit être fléché sur des actions d'utilité collective. Il ne doit pas y avoir de financement public pour faire fonctionner l'appareil syndical. L'appareil syndical, la structure syndicale ne doit être financée uniquement que par l'argent des adhérents. Le financement public ou le financement du paritarisme doit être fléché sur des actions. Et une organisation qui ne peut pas faire fonctionner son appareil parce qu'elle n'a pas de financement public ne doit pas être représentative. Voilà, c'est ça la marge. Donc je défendrai toujours le financement public. Ce n'est pas à nous de former les élus prud'hommes. Mais on ne doit pas utiliser l'argent de formation des élus de prud'hommes pour faire fonctionner la CFDT. Donc voilà, à la limite, la formation professionnelle, etc., c'est pareil. D'abord, c'est du détournement, de même qu'il y a du détournement dans la taxe d'apprentissage, il y a du détournement qui est fait au bénéfice d'autres causes. Là, vous parlez, qu'on soit clair, des comptes de la CGPME qu'a évoqué François Chérec. Non, de tout ce qui va dans la formation qui n'y va pas, de la taxe d'apprentissage qui va autre part. Donc c'est une critique qui, pour vous, se porte sur l'ensemble des partenaires sociaux. Beaucoup de choses, mais qui est beaucoup dans la formation. Deuxième chose, François Chérec s'étonne qu'on ne forme pas au dialogue social dans les grandes écoles et dans les universités, mais nous avons constaté qu'on ne forme pas à la conduite des hommes, c'est-à-dire qu'on ne sensibilise pas, qu'on ne prépare pas, qu'on ne forme pas nos jeunes à la conduite des hommes. C'est encore en amont du dialogue. Et ça, c'est une matière qui est totalement ignorée quand vous regardez les maquettes pédagogiques des universités ou des écoles. Rien. Pour être cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, en tout cas, dans le système actuel, je ne vois pas. Par contre, si on change de système pour un rôle meilleur des partenaires sociaux, un rôle plus efficace, à ce moment-là, effectivement, moi je suis le premier à dire comme TRH que je préférerais avoir plus de représentativité des syndicats, plus de syndicats qui représentent vraiment le personnel, et à ce moment-là, c'est normal qu'on contribue d'une certaine manière. Dans le système actuel, moins, disons, hein, je serais un peu plus mesuré. Dans un grand groupe, on ne peut pas s'occuper exclusivement ou trop exclusivement de la France. Moi, je disais souvent aux représentants du personnel que je voyais totalement en dehors du circuit des instances, je ne suis pas le DRH de la France. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas dans le dialogue social de l'entreprise. La France représente moins de 15% de nos effectifs. C'est difficile de connaître, et puis il ne faut pas que les autres deviennent orphelins. Ceci étant, je crois qu'il y a un gros progrès. Je le vois au niveau des jours travaillés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu très très peu de grèves ces dernières années, notamment dans le privé, et je le vois aussi de façon concrète dans la réactivité, souvent mauvaise, parce que c'était trop des réductions d'effectifs, mais dans la réactivité des entreprises et des partenaires sociaux au nécessaire ajustement au niveau d'activité. Je déplore que ce soit fait par les effectifs et pas par les euros, mais il y a quand même eu cet ajustement et il y a eu dialogue pour faire cet ajustement. La chose la plus difficile et la plus douloureuse à faire, c'est de faire partir quelqu'un. On ne fait pas partir quelqu'un par plaisir. Hein. On n'est pas... Ça, je ne comprends pas qu'on nous accuse de ce plaisir. Mais je crois vraiment qu'il y a eu des progrès, mais il y a surtout beaucoup de progrès à faire dans le positif. Il ne faut pas que le dialogue ait lieu uniquement quand on a des problèmes, comme disait Stéphane. Il faut absolument que le dialogue devienne un outil de progrès à la fois économique et social et un outil de compétitivité. Notre non-dialogue, l'archaïsme de notre dialogue contribue à la non-compétitivité ou à la compétitivité du pays. J'ai l'impression qu'il y a deux tendances que je constate. C'est une qui est plutôt positive, qui va vers le pragmatisme, qui va vers le discours de la réalité, du système D, du réformisme,
de plus en plus de la part des acteurs sociaux. C'est peut-être dû aussi à la crise, hein. C'est dans les moments difficiles où on s'organise en termes de résistance. Donc il y a sûrement un effet positif de ce côté-là. Mais il y a aussi l'autre tendance qu'il ne faut pas négliger. Et c'est peut-être plus facile pour moi de le dire que François Chérec qui ne peut pas dénoncer certaines organisations. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a d'autres voies qui sont prises plus radicales. C'est-à-dire vous avez une segmentation du jeu qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on disait toujours il y a les réformistes et les radicaux, mais ça devient encore plus vrai, puisque les radicaux vont de plus en plus aller vers le terrain juridique pour, encore une fois, que le système peut leur permettre de faire. Quelqu'un de radical mais minoritaire peut bloquer le système en France. Il ne faut quand même pas oublier. Quand même, hein. Il a toujours ce recours-là, ce qui rend d'autant plus louable le discours courageux des réformistes. Il ne faut quand même pas oublier ça. Donc il y a deux courants. Il y en a un qui est positif, qui est pragmatique, et puis il y a quand même un autre courant qui ne disparaît pas et se durcit face à la crise. Oui, j'aurais voulu revenir sur le chèque syndical. Je pense qu'effectivement, le dialogue social, c'est un bien collectif, en fait. Donc, d'une certaine manière, il doit être financé. Alors, il y a les déductions fiscales qui sont l'outil le plus largement utilisé et le plus logique. C'est aussi un bien collectif pour l'entreprise, donc l'entreprise peut y participer marginalement. Mais c'est vrai qu'il y a des leviers complémentaires. Il faut vraiment que le syndicat représente une communauté d'intérêt de l'entreprise. Et il est vrai que sur ce point, il y a des leviers complémentaires qui sont par exemple le fait que des salariés bénéficient des accords collectifs signés par le syndicat s'ils sont syndiqués. Le gros problème du syndicalisme, c'est un problème de passagers clandestins. On a des biens collectifs et eh bien, dans le syndicalisme français, tout le monde bénéficie du fait que les syndicats négocient des accords collectifs et signent des accords collectifs sans avoir besoin d'adhérer. C'est donc dans ce genre de situation, effectivement, le syndicalisme est en mauvaise posture. Alors, le développement du syndicalisme de service, je suis d'accord avec ce que vous dites, d'une certaine manière, c'est une manière indirecte de résoudre ce problème. Il peut y avoir de fortes complémentarités entre les services qui sont rendus par les syndicats et la signature des accords collectifs. On voit bien quelle forme ça peut prendre. Mais en tout cas, il y a un autre levier qui est très important, qui joue un rôle très important, on le voit aussi empiriquement, étant donné qu'il y a une grande hétérogénéité des situations des pays dans cette dimension. C'est-à-dire que les pays dans lesquels il y a le plus systématiquement une extension des accords collectifs, eh bien, ces pays ont des taux de syndicalisation qui sont plus faibles. C'est défavorable à la syndicalisation. Alors, j'aurais aimé savoir aussi, est-ce que c'est un levier qui est envisageable dans l'ensemble des services qui seraient rendus, de réserver certains bénéfices des accords collectifs aux adhérents syndicaux. Est-ce que la CFDT, quelle est la position de la CFDT sur ce point? On a un problème en France qui est un problème constitutionnel. C'est ce qu'on appelle l'effet erga omnes pour ceux qui disent. C'est la non-discrimination en fonction de ses origines syndicales et autres. Et je crains que dans, je dirais, la culture française, je crains qu'on ait du mal à dépasser ce sujet-là en France. Bon. En particulier, mais là on va être sur le côté, c'est le taux de syndicalisation, je pense, et puis le taux de syndicalisation, les députés, ça m'étonnerait qu'ils changent la Constitution sur cet aspect-là, et d'autant plus que la culture française de cette difficulté du dialogue social, il faut jamais l'oublier, c'est quand même, je dirais, une constitution je ne vais pas faire une histoire, il faudrait inviter Pierre Rosanvallon sur ce sujet-là, qui dit la Révolution française, c'est le peuple et l'élu. Entre les deux, il n'existe pas. Et ça fait quand même plusieurs centaines d'années que c'est comme ça. Et quand vous écoutez ceux qui ont encore des références à ce niveau-là, je voyais dans la tribune, c'était juste dans la tribune de lundi, un des candidats aux élections présidentielles disait, moi je refuserai, je me battrai contre la supériorité du contrat vis-à-vis de la loi, parce que le contrat, c'est une réduction, je dirais, du droit des travailleurs, c'est inévitablement la trahison. C'est-à-dire que dans le discours politique, bon, plus à l'extrême gauche, il faut reconnaître qu'à gauche, mais encore une partie à gauche, il ne faut jamais oublier que la gauche, le Parti socialiste, c'est... Alors François Hollande a fait un petit effort dans une tribune dans Le Monde, mais le Parti socialiste n'a jamais reconnu la place du contrat. Et ça va être un des enjeux de la présidentielle. Donc je pense que dans un pays où globalement, alors que tout ce que vous avez dit sur l'Allemagne, sur l'Europe du Nord, il ne faut jamais oublier, c'est la construction de la social-démocratie.
C'est pas fait, je dirais, par les forces politiques libérales qui ont amené ça dans le dialogue social. Quand même, c'est le modèle social-démocrate. Et la France, la social-démocratie n'a jamais existé. Alors, je le regrette, on ne le regrette pas. C'est un élément d'histoire. Je voudrais revenir sur l'intervention tout à l'heure sur le blocage et autres. On a une négociation qui est ouverte avec le patronat aujourd'hui, qui est fondamentale pour donner peut-être une pierre à l'édifice supplémentaire. C'est la fameuse négociation sur l'évolution des institutions représentatives du personnel. Alors, je rappelle la genèse de cette négociation. L'agenda social, le président de la République dit discuter de la partage de la valeur ajoutée. Et nous, on a compris bêtement, les partenaires sociaux, que ce n'était pas discuter d'une règle de partage mécanique qui donnerait une prime telle que c'était fait, mais que c'était comment on allait donner, je dirais, les outils dans l'entreprise pour avoir un meilleur dialogue social, pour arriver à une meilleure négociation et débat sur le partage de la valeur ajoutée. Alors bon, voilà, je plaisante un petit peu en disant ça, mais globalement, c'est un peu l'idée du proverbe chinois, est-ce qu'il faut donner du poisson ou la canne à pêche pour apprendre à pêcher, et les partenaires sociaux, d'une façon unanime, sont dit non, c'est la méthode. C'est globalement quels sont les éléments, je reviens sur ce débat-là. Donc derrière, c'est comment, dans les entreprises, et là, une entreprise du CAC 40, c'est un élément important, va évoluer dans son fonctionnement des institutions représentatives du personnel pour qu'on anticipe sur les décisions de l'entreprise, pour donner les éléments sur partage de la valeur ajoutée entre l'emploi, les salaires, la participation, les actionnaires, les rémunérations des dirigeants. C'est ça, c'est la négociation que l'on fait. Et on a des politiques qui nous disent, là pour l'occurrence c'est le gouvernement, vous n'allez pas assez vite dans cette négociation. Vous voyez l'enjeu de cette négociation, c'est une transformation qui va dans le sens de ce que vous dites, une transformation totale de... Alors certains disent, bouh, affreux, on va rentrer dans la cogestion à l'allemande. D'autres, on ne veut pas de l'autogestion, c'est pas ça le débat, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est un peu ce débat-là. Donc, mais derrière, l'intérêt des politiques aujourd'hui, c'est de dire, puisque je ne fais pas évoluer le pouvoir d'achat, il faut que les entreprises donnent une prime et les syndicats, on leur dit, on est légitime à le faire parce que les partenaires sociaux n'ont pas abouti. Mais là aussi, c'est la troisième étape de l'évolution du dialogue social, ça va dans le sens de ce que dit, et ça permettrait derrière de se dire jusqu'à où une entreprise peut éventuellement, dans certains éléments, avec des contreparties, déroger à des éléments de la loi, peut-être sous couvert de contrôle de la branche. Et ça va, je dirais, des éléments du rapport qui vont dans ce sens-là. Mais vous comprendrez qu'on ne peut pas le négocier en 6 mois. Ça m'amène à une question plus générale. C'est est-ce que quand vous lancez des négociations interpro comme ça, les partenaires sociaux, vous n'auriez pas intérêt à vous borner dans le temps ? C'est-à-dire à vous dire assez clairement, dès le début, on se donne 6 mois, 1 an pour aboutir, mais voilà, vous mettre cette espèce de pression collective à sortir des postures pour aboutir plus vite. Oui, moi je partage. Le gouvernement, quelque part, avait raison de dire ça fait 2 ans que vous négociez, vous n'avancez pas. Mais sauf qu'il a légiféré sur un autre sujet que celui de la négociation, au passage. Donc, au bout d'un moment, on ne nous a jamais dit qu'il fallait négocier une prime. Si on nous avait dit qu'il allait négocier une prime, je vous assure qu'on n'aurait pas mis 2 ans pour y arriver. Donc voilà, c'est un élément important. D'autant plus que la prime, elle ira à ceux qui ont déjà de l'intéressement, de la participation, et que le sujet du pouvoir d'achat, c'est pas ceux-là. Bon, mais à part ça, vous avez raison, malgré ça, je pense que le patronat là-dessus, il faut reconnaître que ça a fait l'office d'un bon coup de pied au derrière, ce qui fait qu'on s'est mis d'accord sur le sujet de la négociation, alors qu'on traînait depuis 2 ans. Donc là-dessus, je vous donne raison. Donc on a plutôt intérêt de revoir les règles, effectivement, et en particulier du temps. Monsieur Roussel, vous avez évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure la fracture entre le CDD et le CDI. Vous-même, Monsieur Chérec, vous avez évoqué la fracture entre le système de négociation dans les entreprises privées et dans la fonction publique. Et vous avez rappelé tout à l'heure la primauté du contrat sur la loi. Est-ce qu'il serait bon, peut-être, de se précipiter, ou en tout cas d'accélérer, en direction du contrat unique, un contrat unique qui serait plus souple sur l'ensemble, plus protecteur et en tout cas plus compensateur en cas de séparation, et notamment en fonction de la solidité de l'entreprise employeuse plutôt, sachant que la fonction publique, par définition, est plus solide qu'une entreprise qui est en difficulté.
On se bat beaucoup pour la convergence fiscale au niveau européen. Est-ce que la convergence du contrat de travail au niveau français, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que ou personne n'en veut finalement? Je ne suis pas DRH France, je suis DRH Group et j'ai 2 activités mondiales aux États-Unis. Je ne dis pas que le modèle américain est bon sur l'ensemble, je ne suis pas du tout là-dedans. En l'occurrence, sur les contrats, sur les chômages, quand vous regardez le chômage des jeunes, le chômage des seniors, on ne peut pas dire qu'on soit en avance par rapport aux Américains sur ce sujet-là. L'avantage du contrat unique, en fait, qui est, qu'on soit simple, le contrat unique, c'est quoi? C'est une sorte de CDD de longue durée. C'est-à-dire que c'est un contrat, tout simplement, entre une entreprise et un collaborateur, mais qui est suffisamment long pour pas que ce soit quelque chose d'un peu d'artificiel, d'une manière d'avoir la main pour l'entreprise, et donc suffisamment déterminé pour justement ne pas être coincé dans la relation contractuelle. Mais c'est vrai pour le PDG comme pour l'assistant. Nous, on est en train de renégocier, je ne vais pas vous donner les secrets, mais avec des dirigeants de plus haut niveau pour savoir si on continue ou pas avec eux. Donc ce n'est pas le propre de certaines catégories. Là où c'est sain, c'est que ça mène à la responsabilité mutuelle. C'est-à-dire qu'on a la responsabilité chacun de refaire le point régulièrement, de savoir s'il faut continuer ensemble. En France, à mon avis, pour ne pas tomber dans les défauts du système américain, il faudrait l'accompagner d'une sécurisation payée par l'entreprise. Moi, je suis le premier à dire qu'en tant qu'employeur en France, si jamais je multiplie par là des départs de la société, ça serait normal que l'entreprise contribue de manière beaucoup plus importante que ce que le demande la loi dans l'accompagnement du salarié, avec une obligation de résultat. Moi, ça ne me gênerait pas qu'en contrepartie d'une flexibilité, on me dise eh bien, écoutez, tant que la personne n'a pas retrouvé un emploi, vous continuez à payer et vous ne débarrassez pas avec un chèque aussi important soit-il. Moi, je donne une piste comme ça. Donc, il ne faut pas ouvrir le jeu sans accompagnement. Donc, je serais plutôt d'accord, moi, pour dire qu'il faut des conditions plus ouvertes pour les départs, qui permettraient plus de recrutement, bien sûr, puisque au total, je suis sûr qu'il y aurait moins de chômage, et qu'en plus de ça, il y aurait plus de sécurité pour la personne qui ose le départ. Voilà, je réponds indirectement par rapport au contrat unique, en provoquant un peu. J'attends la réponse. J'ai une opinion très forte sur les CDD. Je pense qu'une société ne peut pas accepter d'avoir la majorité de ses jeunes embauchés sous contrat de CDD. Cela d'autant plus qu'en France, on considère que le CDI est un contrat à durée éternelle et que le CDD est un vrai Kleenex. On ne peut pas avoir 2 catégories de citoyens dans un pays et dans une entreprise. Donc je crois qu'il faut trouver un moyen de supprimer le CDD. On ne peut pas avoir dans une entreprise CDI, stagiaire, CDD, saisonnier. C'est pas possible. Et c'est nuisible à notre compétitivité et à notre efficacité. Il faut trouver vraiment un moyen. Et nous, entreprises, nous répondons par une tactique qui est le CDD, un problème structurel qui est la rigidité. C'est pas sain. En tout cas, c'est pas sain pour les jeunes. Tout le monde est d'accord sur le constat. La France est dans une situation catastrophique qui n'atteint pas celle de l'Espagne, où là, c'est vraiment, je rappelle, le taux de chômage des jeunes en Espagne est au-delà de 40%. Donc, et c'est en grande partie lié à cette très forte segmentation du marché du travail. Donc, je crois que le problème, c'est de trouver le bon levier. Et l'idée générale, c'est d'une certaine manière de supprimer cette dualité de statut. Vraiment, il y a 2 statuts, c'est ça qui ne va pas. Et la raison pour laquelle il y a 2 statuts, c'est que sur les CDI, il y a un contrôle tatillon des magistrats sur les modalités de rupture du contrat de travail. Et l'idée générale, c'est de substituer à ce contrôle tatillon une contribution des entreprises, parce qu'évidemment, il y a une énorme perte là, il y a une énorme sur ce contrôle. D'ailleurs, c'est un sujet dont nous n'avons pas parlé, les magistrats, mais bien évidemment, les magistrats contribuent à faire peser une chape de plomb sur le dialogue social. Et je pense qu'il faudrait intégrer les magistrats d'une certaine manière dans le dialogue social. J'imagine que le sentiment des personnes qui sont dans l'entreprise est très fort sur ce point, mais aussi des syndicalistes. Souvent, des conventions collectives sont signées et finalement, les magistrats s'opposent via une interprétation de la loi qui est quelquefois discutable à des contrats, à des conventions collectives. Et donc, c'est vraiment pour essayer de se sortir de ce système qui est aussi très français, de limiter le contrôle des magistrats sur les modalités de rupture du contrat de travail, qu'il faut essayer de passer vers quelque chose qu'on pourrait appeler le contrat unique. Alors le contrat unique, c'est peut-être pas une bonne dénomination, mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est que évidemment, ça n'existe pas sous cette forme
abstraite dans aucun pays. Même aux États-Unis, il y a un certain contrôle sur la modalité de rupture de contrat de travail, mais néanmoins, nous sommes à un extrême où des contrats sont extrêmement protégés de manière très tatillonne et d'autres pas du tout. Et une des manières que nous avions proposées avec Francis Kramars dans un rapport que nous avions produit consistait à avancer cette idée selon laquelle les entreprises pouvaient contribuer à la sécurisation des parcours professionnels via une contribution financière au moment des ruptures du contrat de travail qui augmente de manière régulière avec l'ancienneté, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de grosses discontinuités, et substituer à cette contribution des entreprises un contrôle du juge qui soit plus léger grâce à une législation qui soit appropriée. Puisque l'Institut Montaigne est un laboratoire d'idées, je vais oser la question de Candide. En réagissant sur un propos de M. Henri Lachmann tout à l'heure, les lois sont nationales, les contrats sont la loi des parties, et pour le coup, les contrats peuvent être internationaux. Les entreprises sont internationales, et très souvent, et les représentations sont peut-être cantonnées dans chacun des pays. À quand les négociations du ressort de l'activité d'une entreprise avec éventuellement les lois de son siège social? Point d'interrogation et question de Candide, bien entendu. Je pense personnellement qu'au fur et à mesure où la globalisation s'installe, la localisation devient forte. Si vous voulez, vous avez d'une part l'aspect global, d'autre part l'aspect local, et très probablement pour tout ce qui concerne les ressources humaines, le local doit l'emporter, en tout cas dans le comment, et donc ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Au moins sur des grands principes, dans toute entreprise, il devrait y avoir une retraite, dans toute entreprise, il devrait y avoir un régime de sécurité sociale. C'est déjà fait, oui, c'est vrai. Parce que c'est d'ordre public en France, dans notre territoire, et dans les délocalisations, on ne le vérifie pas. Non. En tout cas, dans notre groupe, je peux vous dire qu'il y a une protection chez tout le monde, une retraite pour tout le monde, une participation pour tout le monde. Si vous voulez, ce sont des valeurs communes. Et ensuite, on les adapte à la culture. Mais les actionnariats aussi, l'actionnariat des salariés. Non, il y a des valeurs et des stratégies, des points communs. Mais ensuite, le comment, ça peut être que local. Qui plus est, les entreprises françaises ne sont pas obligatoirement celles qui sont, je dirais, le moins disant sur le dialogue social au niveau des groupes, y compris au niveau international. Quand on se déplace et qu'on va, par exemple, au Brésil, on voit bien que l'action sociale, y compris des groupes qui sont en France récemment décriés publiquement, je pense à Sodexo, Carrefour, c'est globalement, il faut parfois être mieux salarié d'une entreprise française au Brésil parce que le principe qui vient d'être dit, la participation, l'accès à la protection sociale, c'est un élément important. Et sur ce point-là, nous, on a souhaité, et c'est un sujet qui est en discussion actuellement, c'est que le débat sur le G20, il y a un G20. Vous avez vu que le MEDEF va faire un G20, Business G20, qui est une rencontre entre la Confédération internationale du travail et ce fameux G20 des entreprises pour travailler de ce sujet-là. Et je crois que c'est par les multinationales qu'on pourra construire, je suis pratiquement sûr, un début de droit social international. Si on veut éviter le clanisme entre le monde syndical et puis les salariés, que pensez-vous du fait de faire en sorte que les représentants syndicaux à différents niveaux continuent à travailler dans l'entreprise? Là, je lisais ce matin dans les Échos, 50% du temps en entreprise, 50% du temps en mandat syndical. Et puis deuxièmement, l'interdiction du cumul. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des entreprises où en fait vous avez X personnes, donc un petit noyau, HSCT, CE, DP, comme on dit, qui vit sa vie avec l'ensemble de ses mandats et qui est complètement, je dirais, exclu ou de côté ou dans son microcosme par rapport à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Que pensez-vous et que voulez-vous faire? Franchement, je ne vois pas l'utilité. Ça veut dire que vous voulez que moi j'aille dans une entreprise à 50% de mon temps? Non, mais parce que vous croyez que je ne travaille pas? Non, mais je ne vois pas pourquoi. Un député qui construit des éléments de l'ordre de la législation puisse être député à temps plein, et un syndicaliste qui participe à la construction de l'ordre social, lui devrait obligatoirement avoir encore... je veux dire, le problème, ce n'est pas que les responsables syndicaux n'aient pas un temps de travail dans les entreprises. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'adhérents, donc pas assez de relais social dans les entreprises.
Je pense que c'est ça le démarche. Par contre, que le mandat de l'entreprise, on a un débat entre le mandat de l'entreprise et une partie d'activité professionnelle, ça c'est autre chose. Hein, parce que le représentant syndical dans l'entreprise, je dirais, il représente d'abord les salariés de son entreprise. Donc ça, ce débat-là, il se pose. Y compris sur ce que vous avez dit, je suis d'accord, sur le cumul de mandats et autre chose. Moi, je suis... alors, cumul de mandats simplement pour un renouvellement, mais d'ailleurs, c'est dans le rapport et que c'est un débat. Ça veut dire que derrière, comment on reconnaît le parcours syndical, les acquis, la valorisation des acquis du syndicaliste dans son parcours professionnel, son retour à l'entreprise. Hein, donc derrière, c'est la formation des élus et je pense que les grandes entreprises là pourraient faire des accords, je dirais, intéressants qui puissent avoir un effet d'entraînement. Cumul des mandats aussi pour avoir une forme de, je dirais, de rajeunissement, mais de féminisation aussi des représentants. Hein, mais ça, je dirais, tout à fait d'accord. C'est ce qu'on s'applique, les organisations syndicales, je dirais, au niveau des leaders. Je veux dire, moi, j'ai annoncé, c'est mon dernier mandat, c'est mon 3e, ça ne sera pas plus de 12 ans, parce que je pense qu'il faut avoir ce renouvellement. Je veux dire, il est plus posé aussi du côté politique. Mais le fait que des responsables syndicaux, qu'une responsabilité nationale, avoir une obligation... non, je pense... généralement, c'est... à la CFDT, à l'époque, on avait des débats très idéologiques. C'était généralement le militant d'extrême gauche qui disait ça parce que tu n'es plus dans l'entreprise, donc tu ne sais plus ce que c'est qu'un travailleur. Je crois que j'ai la prétention de savoir ce que c'est que le travail sans être obligatoirement un temps de mon activité syndicale dans l'entreprise. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber sur ce sujet-là dans une forme de démagogie.